Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques microbiennes. Au labo, le monde microbien, les bactéries, tout ça, c'est ce qui nous intéresse. En tant que micro-organisme unicellulaire, l'unique cellule qui est la bactérie ne comporte pas de noyau. C'est ce qu'on appelle un prokaryote, à l'inverse des eucaryotes qui eux en ont un. Ainsi, les données génétiques se baladent librement dans la cellule. Les bactéries donc, ces petits êtres, même si on ne les voit pas à l'œil nu, on les retrouve dans tous les écosystèmes. Et en image, ça donne ça. C'est fascinant. Et ici, on observe la bactérie Escherichia coli, qui toutes les 20 minutes double complètement sa population. Cependant, les bactéries doivent cohabiter avec d'autres micro-organismes, et certains sont même des prédateurs. Regardez ça. Ici, on dirait que la bactérie a littéralement explosé. Tout à fait. Ce que l'on vient de voir, c'est une attaque de bactériophages. Je suis Nolan et je suis doctorant au laboratoire de chimie bactérienne dans l'équipe cyclophagique et métabolisme bactérien, dirigée par Myriam Sadi. Cela ne vous parle peut-être pas, alors reprenons depuis le début. Un bactériophage, c'est quoi? Les bactériophages sont des micro-organismes mangeurs de bactéries. Cela nous vient du mot grec bactérion, qui signifie petit bâton, et phage, mangeur. Ce sont simplement des mangeurs de bactéries. Ils sont considérés comme l'entité biologique prédominante sur Terre. Il y a plus de bactériophages que tous les autres organismes, y compris les bactéries. Il y aurait même 10 milliards de fois plus de bactériophages que d'étoiles présentes dans tout l'univers. On retrouve les bactériophages partout où il y a des bactéries, dans les océans, dans les sols et même dans votre tube digestif. Pour la petite anecdote, de nombreux phages que nous avons isolés sont issus du vieux port de Marseille. On doit leur découverte grâce au biologiste franco-canadien Félix Derrel il y a plus de 100 ans. Il suspecte alors leur existence lorsqu'il cherchait à contrôler l'invasion de sauterelles au Mexique grâce à la microbiologie. Sur un tapis bactérien, il constate l'apparition de zones rondes sans bactéries. Il en conclut que cela était dû à un parasite de type viral. 6 ans plus tard, après avoir étudié plus en profondeur ce phénomène, il propose de définir ce type de parasite par le thème de bactériophage. Ambitieux, en 1918, il imagine un usage thérapeutique de ces bactériophages. Il décide alors d'en ingérer lui-même, et oui, il faisait pas les choses à moitié. En 1919, il propose de soigner un patient de 12 ans qui était alors atteint de dysenterie bacilliaire sévère. Ici, je ne préfère pas illustrer, c'est pas joli. Les symptômes ont disparu après le premier traitement, et il s'en est complètement remis. La phagothérapie est née. Et c'est assez incroyable parce qu'il faut se dire qu'à ce moment-là, les phages, on ne les avait toujours pas vus. Et oui, dû à leur petite taille, de 24 à 200 nanomètres, ils sont 10 à 100 fois plus petits que la bactérie moyenne. Il faut attendre 1940 pour que Helmut Ruska fasse la première observation et la première photographie des phages grâce au microscope électronique. Suite à ce premier succès, l'Institut Pasteur de Paris décide de lancer la production de phages, et ce, contre différents pathogènes, comme Escherichia coli, Staphylococcus ou encore Pseudomonas. Pourtant, l'excitation des premières réussites est retombée rapidement avec les premiers échecs. Sont alors nés des doutes et des remises en question. En effet, tous les expérimentateurs n'avaient pas le même succès que Félix Derrel, qui lui le devait à sa rigueur. Et puisque le bactériophage à cette époque n'était pas encore vraiment défini et bien connu, certains microbiologistes, tels que Jules Bordet, niaient complètement leur existence et justifiaient tous les succès sur le fait que c'était un phénomène enzymatique. Les hypothèses sont alors divergentes et les scientifiques s'opposent. Naît alors la controverse. En 1979, c'est la fin de l'usage de la thérapie phagique en France. Les antibiotiques se sont montrés alors plus efficaces et sur de plus nombreuses infections. C'était comme une sorte de panacée miraculeuse. Et déjà en 1974, l'Institut Pasteur de Paris avait cessé toute production de phages, et suite à cet abandon radical, ils iront même jusqu'à détruire leur collection. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font les phages aux bactéries, et comment cela fonctionne-t-il? Si on s'intéresse au phage en lui-même, il ressemble à ça. Oui, ce micro-organisme semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. De manière générale, nous le schématisons de la manière suivante. Nous retrouvons différents éléments. La capside, qui est un contenant dans lequel son information génétique est stockée, sous forme ADN ou ARN, et en dessous, nous avons sa queue, sa plaque basale et ses fibres caudales qui permettent la reconnaissance de sa proie et l'injection de son matériel génétique. Alors, comment cette petite chose va-t-elle faire pour tuer la bactérie? Tout d'abord, il faut savoir que les bactériophages ne tuent pas toutes les bactéries. En effet, chaque bactériophage va reconnaître spécifiquement une bactérie, d'où leur efficacité pour les infections. La lyse cellulaire provoquée par les bactériophages s'effectue suite à un cycle dit lytique. On peut le décomposer en plusieurs étapes. Le phage commence par la reconnaissance de la bactérie cible via des récepteurs spécifiques. Puis, il y injecte son ADN. S'ensuit un détournement de la machinerie cellulaire pour produire de nouveaux phages, qu'on appelle aussi virions. À ce stade, la bactérie sert d'usine de production aux phages. Ensuite, les phages néosynthétisés vont être libérés de l'environnement via la lyse de la cellule pour proliférer ensuite et contaminer d'autres bactéries.
C'est ce que nous avons vu dans la vidéo. Ce mode de réplication est si efficace qu'on estime que les bactériophages seraient capables de liser 20% de la biomasse microbienne totale de l'océan par jour. Ce mode de réplication dit lytique est l'unique mode de vie des bactériophages dits virulents et ne mène qu'à la mort cellulaire. Ces bactériophages sont particulièrement intéressants d'un point de vue thérapeutique. Une partie de l'équipe travaille sur cet aspect des phages. Comment faire pour optimiser l'utilisation des bactériophages et des antibiotiques? Et comment faire pour lutter contre Xylella fastidiosa, un grand pathogène de l'olivier, des vignes et d'autres plantes? Mais contre toute attente, les bactériophages ne sont pas uniquement des tueurs de bactéries. En effet, certains bactériophages, dits tempérés, sont capables d'effectuer le cycle lytique classique, mais également un cycle alternatif, dit lysogénique. Dans ce cas, une fois injecté, le matériel génétique du phage va s'intégrer au chromosome bactérien, et on parle alors de prophage. Plusieurs scénarios sont possibles pour ce prophage. Il peut y avoir l'excision du prophage et l'induction d'un cycle lytique menant à la mort cellulaire. Cette induction peut être due à des stress environnementaux, comme des carences en fer, des changements de pH. Il peut même y avoir une compétition entre phages. Le deuxième scénario est que ce phage peut être conservé au sein du génome et coévoluer avec l'autre. Il a même été montré que dans certains cas, les prophages peuvent apporter des avantages à l'hôte. Ainsi, avec d'autres personnes de l'équipe, nous travaillons sur l'apport des prophages dans les capacités d'adaptation des bactéries à leur environnement. Nos dernières études ont montré que les prophages intégrés dans le génome d'Escherichia coli étaient impliqués dans la stimulation de la formation du biofilm. Et un biofilm, c'est la formation d'une communauté bactérienne. Si les bactériophages sont capables d'être de super tueurs en série, les bactéries ne sont pas pour autant dépourvues de système de défense. Et la coévolution entre bactériophages et bactéries est comparable à une guerre d'armement. Au sein de l'équipe, nous travaillons sur comment le phage est capable de détourner ces mécanismes de défense et de prendre le contrôle de la cellule. Alors, que pensez-vous des phages? Ils ne sont pas forcément que des méchants sortis tout droit d'un film de science-fiction, mais au contraire, des organismes intéressants dont l'étude est essentielle puisqu'ils sont de véritables vecteurs d'évolution. Si vous souhaitez en savoir plus sur les phages, le LCB fait partie du réseau phage.fr qui regroupe des scientifiques et des laboratoires du territoire national, tous travaillant sur les thématiques en lien avec les phages. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous pouvez trouver toutes nos sources dans la description et n'hésitez pas à écrire un petit commentaire si vous avez des questions, nous tâcherons d'y répondre. Alors à très vite dans le prochain épisode des Chroniques microbiennes où nous parlerons des biofilms, ces communautés de bactéries.